le roi lion, le maître de la chasse. Lorsque le soleil se lève à l'horizon africain, c'est pas simplement la première lumière d'une nouvelle journée. C'est le battement discret d'un tambour résonnant sur une terre sacrée, annonçant un nouveau jour de vie, de mort et de course-poursuite sans fin entre les prédateurs et les créatures qui luttent pour survivre à un autre lever du jour. Dans ce tableau de survie, une silhouette majestueuse avance sans hâte à travers la poussière, le vent brûlant et la lumière éclatante. Il n'a pas besoin de rugir pour être craint, ni de poursuivre pour être respecté. Sa simple présence suffit à faire retenir son souffle à toute la savane. C'est le lion, le véritable roi de l'Afrique sauvage. Aucun animal de la savane ne marche comme le lion. Calme, assuré, libre de toute inquiétude. Son corps incarne la beauté des muscles, le poids et la souplesse. Un lion mâle adulte pèse près de 200 kg, mesure plus de 2 mètres de long et ses pattes puissantes peuvent terrasser une proie 2 fois plus grande que lui. Mais ce qui captive vraiment le regard, c'est sa crinière. Cette épaisse toison qui entoure sa tête et ses épaules comme une couronne vivante. Sa couleur varie du jaune pâle au rouge cuivré, voire au noir profond. Plus elle est sombre, plus elle témoigne de l'âge, de l'expérience et de la force du mâle. Dans le monde des grands félins, la crinière du lion est une déclaration silencieuse. J'ai combattu et j'ai survécu. Le lion est le seul grand félin à vivre en groupe, une structure sociale rare parmi les prédateurs. Une troupe de lions est généralement composée de plusieurs mâles dominants, de nombreuses femelles et de leurs petits. Ce sont les femelles qui sont les principales chasseuses, collaborant entre elles pour attaquer de grandes proies comme les gnous, les buffles et même les éléphantaux. Le lion mâle chasse rarement. Il vient pour manger en premier, se battre et défendre le territoire ainsi que les petits contre les prédateurs ou les envahisseurs. C'est un pouvoir qui n'est pas éternel, mais qui est bien réel. Il doit être conquis et défendu chaque jour. Les lionnes élèvent les petits, leur apprennent à chasser et assurent le rythme vital de la survie du groupe. Quant au lion, il est la dernière forteresse. Aucun lion mâle ne règne éternellement.
Après 3 à 5 ans, de jeunes mâles arrivent défiants, attaquant, chassant, et s'ils triomphent, ils tuent tous les petits de l'ancien roi. Forçant les lionnes à revenir en chaleur pour engendrer une nouvelle génération portant leur sang. Cruel? Peu. Être, mais c'est ainsi que la nature sélectionne les gènes les plus forts pour survivre. Dans le monde des lions, l'amour paternel ne dure que tant que le trône est conservé. Chaque affrontement entre deux lions mâles est un combat acharné. Pas de cris. Seulement du sang. Des grondements sifflants entre les dents, des corps de plusieurs centaines de kilos qui s'abattent, des griffes lacérant la chair, et des regards embrasés par la volonté de conserver le pouvoir. Lorsque l'aube se lève sur les plaines du Serengeti, l'air porte encore la fraîcheur brumeuse de la nuit écoulée. Les premiers rayons du soleil caressent l'interminable tapis d'herbe jaunie, réveillant chaque créature encore plongée dans ses rêves. Sous un ciel limpide, une brise légère glisse, portant avec elle le souffle de la vie et le silence des chasseurs qui se préparent. Au bord d'une forêt clairsemée, cachés sous les buissons bas et les hautes herbes sèches qui leur arrivent aux flancs, 3 lionnes sont allongées au ras du sol, parfaitement immobiles. Leur pelage doré sombre se fond dans la terre et la végétation environnante, rendant leur présence presque indétectable à l'œil nu. Leurs grands yeux ambrés, grands ouverts, brillent de la froide vigilance des chasseuses aguerries. Elles observent leur proie, un troupeau de zèbres paissant paisiblement non loin de là. Le zèbre, avec son pelage rayé noir et blanc caractéristique, est l'un des herbivores les plus communs du Serengeti. Ils vivent en grands troupeaux et migrent saisonnièrement à la recherche d'eau et d'herbes fraîches. Leur survie repose largement sur leur comportement grégaire et leur vigilance constante. Mais aujourd'hui, un jeune individu, isolé du centre du troupeau, devient involontairement une cible. Dans le monde des prédateurs, le succès ne dépend pas de la force brute, mais de la patience et de la précision. Les lions le savent bien. Ils ne se précipitent pas, ils avancent lentement et silencieusement. Réduisant peu à peu la distance, de 60 mètres à 40, puis à 30. Le vent souffle dans la direction opposée, une condition parfaite.
Les zèbres ne peuvent pas sentir l'odeur du prédateur. Quelques pas de plus, et l'embuscade pourrait commencer. Mais à cet instant précis, un zèbre adulte sursaute légèrement, ses oreilles dressées. Un signal d'alerte se propage. Le troupeau commence à accélérer. Il ne reste plus que quelques secondes pour agir. Le corps de la zèbre repose immobile sur la terre sèche. Les lionnes restantes s'approchent et commencent à arracher les premiers morceaux de chair. Il n'y a ni rugissement, ni précipitation. Chaque geste s'accomplit comme un rituel répété au fil de millions d'années d'évolution. Au loin, le troupeau de zèbres s'est arrêté, observant à quelques centaines de mètres de là. Ils ne reviennent pas, mais ne fuient pas non plus. Dans leur regard brille une acceptation silencieuse. Ce n'est pas une tragédie, mais une partie indissociable des lois de la vie. La chasse du lion ne sert pas seulement à assurer sa propre survie et celle de son groupe, elle joue également un rôle essentiel dans la régulation des populations de proies, en éliminant les individus faibles ou malades et en maintenant l'équilibre de l'écosystème. Tel est le rôle du prédateur, non pas un coupable, mais le gardien de l'ordre naturel. Lorsque le soleil monte haut dans le ciel, le vent brûlant balaie les plaines et les lions se reposent près de la carcasse de leur proie, respirant lentement. Les vautours ont déjà commencé à tournoyer dans le ciel. La mort vient d'avoir lieu, mais la vie continue. Dans le monde sauvage, il n'y a ni bien ni mal. Il n'existe que l'instinct et l'équilibre absolu entre le vivant et le chassé. Quand le soleil atteint son zénith sur les savanes africaines, les rayons brûlent la terre, font se recroqueviller l'herbe et l'air ondule comme un rideau de chaleur invisible. Les prédateurs se sont retirés à l'ombre des buissons, haletant après une matinée de poursuites et de combats.
Un silence temporaire enveloppe le paysage. Mais la vie ne s'arrête pas car la mort est toujours là. Un impala abattu tôt le matin repose désormais immobile sur la plaine desséchée. Le sang s'est refroidi, les mouches couvrent son corps, et son dernier souffle s'est éteint depuis longtemps. Il n'y a plus rien qui attire les lions ou les hyènes, mais dans le ciel, d'autres créatures s'approchent en silence. L'ordre naturel continue de s'accomplir. Les vautours, ils n'arrivent pas comme des prédateurs. Pas de rugissement, pas d'attaque, pas de sang versé. Mais leur présence apporte quelque chose d'encore plus profond. La capacité de clore le cycle de la vie et de la mort. Ce sont des êtres qui vivent de la mort, mais qui protègent la survie de tout l'écosystème. Les vautours, avec leur tête nue, leurs yeux enfoncés et leurs cris rauques, ont longtemps été perçus négativement dans la culture humaine. Dans de nombreuses légendes et croyances, ils sont associés au présage de mort, aux âmes des cadavres ou même à la décadence. Mais derrière leur apparence rude se cache une structure biologique extraordinaire, évoluée pour accomplir une mission que peu d'espèces peuvent assumer, purifier la mort. Les vautours africains, comme le vautour africain à dos blanc, le vautour oreillarde et le vautour africain à cou tacheté, agissent comme une équipe spécialisée dans le traitement des cadavres, avec une précision et une rapidité remarquables. Ils volent à des milliers de mètres d'altitude, utilisant leur vue perçante pour repérer une carcasse à plusieurs kilomètres. Lorsqu'un individu découvre un cadavre, les autres convergent rapidement, créant une scène étrange. Des dizaines de silhouettes noires tournoyant lentement au-dessus de la mort. Comme un vortex, lorsque les vautours atterrissent, ils ne se précipitent pas immédiatement sur la chair. Chaque espèce occupe une place bien précise dans ce festin biologique. Le vautour oreillarde le plus grand, avec son bec puissant, commence en déchirant la peau épaisse de la proie pour ouvrir un premier accès. Le vautour à dos blanc pénètre, ensuite pour extraire les organes internes. Enfin, le vautour à cou tacheté nettoie les restes, tels que les cartilages, les tendons et les morceaux d'intestin. En 1 à 2 heures à peine, une carcasse animale pouvant peser plusieurs centaines de kilos sera entièrement nettoyée. Pas de sang, pas de chair, pas de germes pathogènes. Cette propreté absolue n'est pas due au hasard. Elle est le fruit de millions d'années d'évolution. À l'intérieur du vautour se cache un système digestif exceptionnel. Son estomac possède une acidité extrêmement forte, avec un pH de seulement 1 à 1, 2 capables d'éliminer la plupart des bactéries
et virus dangereux, y compris ceux du choléra, de l'anthrax, du staphylocoque et de la peste. Alors que une carcasse en décomposition représente un grave risque sanitaire pour les humains et les autres animaux, pour un vautour, ce n'est rien de plus que le déjeuner. En digérant des carcasses à haut risque d'infection, les vautours contribuent à empêcher la propagation des maladies, protégeant ainsi la santé des troupeaux sauvages et des humains vivant aux alentours. Sans eux, les cadavres se décomposeraient lentement, attirant mouches et rats et dispersant les agents pathogènes dans les sources d'eau. En fin d'après-midi, sur les plaines du Serengeti. La lumière du soleil décline en biais, projetant de larges bandes dorées sur la terre sèche et faisant monter des relents âcres de terre, d'herbe et de sang. Au milieu de cette terre vaste sans arbres, gît un grand cadavre, un bœuf abattu tôt le matin lors d'une chasse acharnée menée par une troupe de lionnes. Le groupe de chasseurs est parti depuis longtemps, laissant la proie à moitié dévorée, des côtes exposées, et une peau sombre tendue sous la chaleur écrasante du soleil. Mais la nature ne tolère pas l'inachevé. Depuis le ciel, des ombres noires commencent à tourner lentement. En silence, avec patience, avec précision. Ce sont les vautours, ces charognards au physique étrange, mais qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. Les vautours ne versent pas de sang, ils ne chassent pas, mais leurs yeux peuvent repérer la mort à plus de 5 km de distance. Et lorsqu'ils arrivent, c'est comme une machine biologique parfaitement programmée. Ils se posent sur la carcasse en respectant un ordre tacite. Les vautours oreillards, les plus grands avec leur puissant bec, commencent à déchirer la peau épaisse, dure comme une peau de tambour. Puis les vautours à dos blanc et à cou tacheté s'engouffrent à l'intérieur, tirant dehors intestins, foie et poumons, les restes que les lions ont laissés. Pas de bruit, pas de lutte. Chaque oiseau accomplit sa tâche comme s'il participait à un rituel sacré de décomposition. À chaque seconde qui passe, le corps massif du bœuf se désintègre rapidement sans laisser de traces. Mais la nature, comme le pouvoir, n'est jamais distribuée équitablement. Au loin, à l'ombre d'une acacia desséchée, un lion mâle se redressa lentement.
sa crinière ébouriffée par le vent. Son regard glacé balaya l'horizon. Il n'avait plus faim. Mais l'odeur inhabituelle dans l'air éveilla quelque chose de plus profond que l'instinct. C'était une intrusion. Une présence non autorisée, une partie de son repas était poursuivie par d'autres. Le lion se mit en marche, sans courir, sans rugir. Il n'avait pas besoin d'annoncer sa venue. Sa seule présence suffisait pour que toutes les créatures comprennent, le roi était de retour. Les vautours l'aperçurent de loin. Leurs cous se tendirent, leurs regards se figèrent. Certains battirent précipitamment des ailes et s'élevèrent, se retirant en cercle. D'autres reculèrent derrière la carcasse, gardant leur distance. Quelques-uns, attirés par ce qu'il restait du festin, tentèrent de rester encore un peu. Mais tous savaient, ce n'était plus leur heure. Le lion s'élança, non pour chasser, mais pour affirmer son autorité. Un bond soudain frappa la terre, projetant poussière et herbes sèches, et un vautour s'envola de justesse. Au loin, les autres vautours s'étaient perchés sur des branches sèches ou tournaient haut dans le ciel. Ils n'étaient pas en colère, ils ne résistaient pas, ils attendaient simplement. Quand le lion partira, et il partira, ils reviendront, reprenant leur travail, nettoyer les derniers morceaux de chair, de tendons, de peau, purifier la terre et restituer à la nature son vide parfait. C'est un ordre qui n'a pas besoin d'être écrit. Un équilibre établi depuis des millions d'années. Chaque espèce a son rôle. Même interrompus, chassés ou dépouillés de leur part, les vautours reviennent toujours. Car la nature a besoin de ceux qui commencent, mais aussi de ceux qui terminent. Et les vautours sont toujours les derniers. Nous honorons souvent les prédateurs, le lion, le léopard, l'aigle pour leur force, leur vitesse et leur majesté. Mais la nature ne fonctionne pas uniquement à travers des attaques fulgurantes. La nature survit grâce à ceux qui savent clore correctement ce qui doit l'être. Et dans ce rôle, les vautours sont irremplaçables. Ils sont les gardiens de l'ordre écologique, les médecins sans blouse du système biologique, les gardiens de l'équilibre ultime entre la mort et la renaissance. Les vautours ne sont pas beaux, ils ne sont pas puissants, ils ne chantent pas avec grâce. Mais la nature ne juge pas selon l'apparence, elle juge selon le rôle. Et le rôle des vautours
nettoyer, désinfecter, protéger est l'une des fonctions vitales de la chaîne alimentaire. Lorsqu'un vautour déploie ses ailes sous le ciel brûlant, il ne cherche pas simplement de la nourriture. Il veille à ce que la nature ne sombre pas dans la décomposition. Ils ne sont pas acclamés. Personne n'érige de statue pour eux. Mais chaque cadavre qu'ils nettoient efface une part de la maladie. Et marque un nouveau départ pour la croissance de l'herbe, la pureté de l'eau et la continuation de la vie.